On est parti dans les sols, dans le tout petit. Je vais vous présenter maintenant notre panel. J'ai la joie d'accueillir trois personnes qui travaillent autour du vivant dans trois secteurs très différents et qui vont pouvoir discuter ensemble devant vous. Je appelle à me rejoindre Floriane Tanner. Bienvenue, Floriane. Merci. Voilà. Floriane, tu es naturaliste. Je me présenterai juste un petit peu après. Quentin Travaillé, bienvenue. Et Romy Andinger. Bienvenue à tous les trois. On peut s'asseoir. Quentin Travaillé, tu es naturaliste. Tu es le créateur du projet La Vie Partout, suivi par plus de 700 000 personnes sur les réseaux sociaux. Et tu sors aujourd'hui un livre qui s'appelle « Le guide pour réensauvager les jardins ». Et tu m'as dit aussi les terrasses et les balcons. Moi, j'ai pas de jardin. On en parlera juste après. Floriane Tanner, tu es naturaliste de terrain. On va quitter les sols avec toi pour aller découvrir les loups, les lynx, les castors. Tu as créé une asso qui s'appelle Asso Coab. Voilà, tu travailles dans le Rhône. Et tu es lauréate 2025 du prix Terre de Femmes. Romy Andinger, de la Fondation Tara Océan, tu es directrice du pôle plaidoyer et coopération internationale. On verra comment l'émerveillement sert aussi les décideurs publics. Pas que nous, il y a peut-être des décideurs publics d'ailleurs dans la salle. J'avais envie, Quentin, de te passer la parole en premier parce que tu m'as parlé de fascinantes histoires de sol et je trouve que, après ce qu'on vient d'entendre de Marc-André Sellos, je me disais ce que ça t'avait inspiré et si tu pouvais nous faire partager ces émotions que tu fais partager déjà à tes nombreux followers, mais ici à Change Now. Le sol, souvent, c'est... Je ne sais pas si on entend bien, c'est bon? Ouais. Le sol, c'est souvent quelque chose, donc on peut en parler énormément, parce que c'est vraiment la matrice du vivant. Moi, je trouve ça incroyable. Souvent, on parle des plantes, donc voilà, parce qu'on les voit, c'est assez facile, elles sont vertes, elles poussent en l'air, c'est incroyable. Et le sol, le pauvre, on lui marche dessus. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que le sol, c'est quelque chose qui a été produit par les formes de vie, par les arbres, par les plantes. C'est elles qui ont choisi un peu l'endroit où elles voulaient s'installer et qui ont carrément produit le terreau dans lequel elles allaient pousser. Et ça, je trouve ça fascinant. Quand on sait que dans 1 centimètre de sol, il a fallu 1 centimètre de sol, il a peut-être fallu un siècle si c'est sur un endroit où il n'y a pas beaucoup de plantes, ou alors que 1 centimètre de sol, ça se produit en une saison en forêt. Bon, je trouve ça personnellement assez fantastique. Et sans les plantes, donc, qui sont capables de créer de la matière organique à partir du soleil et de l'eau et de dioxyde de carbone, il n'y aurait pas de matière organique sur le sol, donc il n'y aurait pas de sol. Enfin, il n'y aurait pas de sol vivant dans lequel il y a des trucs qui poussent. Et moi, je trouve ça fou. Je trouve ça incroyable de se dire que quelque chose qu'on pense comme un peu acquis, c'est quelque chose qui a été créé par les non-humains sur Terre, finalement. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce sol qui, toi, t'émerveille au quotidien? C'est ça que tu nous racontes au quotidien, c'est ces choses merveilleuses qu'on a sous le nez et qu'on ne voit pas, finalement. Alors, ce qui me fascine sur le sol... Qu'on ne regarde pas, plutôt. Pardon? Qu'on ne regarde pas, qu'on ne regarde plus. Ce qui me fascine sur le sol, c'est le monde du tout petit. Et j'ai un peu cet émerveillement de quand j'étais petit, où souvent, quand on est petit, ce qui est pratique, c'est qu'on est à hauteur d'herbe. Et petit à petit, en grandissant, on finit par s'extraire de l'herbe et à regarder un peu plus haut et on regarde plus ce qu'il y a par terre. Ce qui est un peu triste, parce que ce qu'il y a par terre, c'est fascinant. Il y a une immense majorité des animaux qui vivent dans le sol et qui vivent dans cette strate herbacée, donc les herbes, finalement, tous les insectes, etc. etc. Et quand on dit qu'on perd un peu l'émerveillement qu'on a petit, c'est-à-dire qu'on perd de la curiosité, etc., allez regarder un peu par terre. Voilà, marchons un peu à 4 pattes dans l'herbe en faisant attention aux tiques pour regarder les insectes, parce que moi, c'est ce qui me fascine le plus. Et je vous assure que l'idée de se dire qu'il y a autant de formes de vie différentes, avec des tailles, des formes différentes, des couleurs différentes qui vivent autour de nous, personnellement, ça m'émerveille. Ouais. Et ça te fait croire au vivant aussi. C'est ça, se dire, ce que tu me disais, c'est qu'on n'est pas tout seul.
Oui, dans les solutions. Parce que là, on est dans un salon des solutions. oui, c'est Et ça. qu'est-ce que ça... Ouais. Bah, c'est de se dire que en ce moment on parle beaucoup donc des différentes crises environnementales. Hein, je ne vais pas vous faire le catalogue, il y en a pas mal. Et souvent on dit mais qu'est-ce que nous pouvons faire nous humanité pour sauver ça. Bah, déjà faire moins de trucs ce serait pas mal. Mais surtout il y a plein d'espèces qui font des choses déjà très bien et vachement mieux que nous. Et ces non-humains, bah, ce serait bien de pouvoir travailler avec eux pour faire en sorte de bah, voilà, garder les sols vivants, qui puissent faire pousser mieux des légumes par exemple, parce que les légumes quand même c'est vachement bon. Et c'est possible aussi d'avoir des espèces qui vont digérer la matière carbonée, donc de la matière carbonée qui est finalement du carbone qui a été pris dans l'air par les plantes et posé sur le sol là. Donc peut-être que plutôt que de le brûler, on pourrait laisser les champignons et les vers de terre reprendre ce carbone et le mettre dans le sol. Ils font ça vachement bien. Moi, personnellement, je mange pas de bois. Eux, oui. Donc, allez-y, faites-le. Alors, Marc-André disait, on est un gros tas d'habitats remplis de microbiotes, mais effectivement, on ne mange pas encore de bois, alors que tous ces ingénieurs du vivant, finalement, le font et le font bien mieux que nous. Donc, il faudrait s'inspirer de ce vivant. Et toi, je sais que tu me disais aussi que on connaît en fait mieux la grande barrière de corail, que toi, dans ton jardin, en fait, tu découvres des choses fantastiques que tu nous racontes sur les réseaux qui sont là. Pourquoi on connaît mieux ce qui est ailleurs que ce qui est sous notre nez? J'ai créé la vie partout en 2021, je crois. Peut-être 2020, mais je crois que c'était 2021. Et à la base, le projet, j'ai voulu le créer, c'était après les incendies qu'il y a eu en Australie en 2019. Et je me suis dit, c'est quand même dingue. On est émotionnellement hyper touché par ce qui se passe en Australie. Alors, c'est ok, hein, on peut être touché par des koalas qui brûlent dans un incendie, je pense que ça va. En effet, c'est un peu touchant. Et je me suis dit, c'est quand même dingue parce qu'il y a énormément d'événements destructeurs qui se passent juste à côté de chez nous. Et pourtant, on s'en fout complet. Et en même temps, je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je regarde le plus? Et qu'est-ce qui est vachement plus documenté et qui est quand même assez sexy quand même comme documentaire et reportage? Ça va être la savane en Afrique subsaharienne, ça va être la grande barrière de corail en Australie, ou alors la forêt amazonienne. Ça, alors là, si vous voulez regarder des documentaires, il y en a toute une pelletée. Par contre, sur le sol de milieu tempéré européen, que dalle. Sur la forêt, alors là il y a le champ des forêts, merci d'avoir fait le champ des forêts parce que fantastique, on parle un petit peu des écosystèmes européens, mais il n'y a pas tant de trucs que ça. Donc je me suis dit bon, je vais essayer de rendre ça sexy et de pouvoir un peu raconter des sujets qu'on ne considère pas intéressants et de les rendre un peu intéressants. Voilà. Et ceux qui sont proches de nous. Un peu comme toi, Floriane, je vais te passer la parole, mais tu travailles, alors là, sur des animaux, moi je trouve très sexy, le loup, le lynx, le castor, mais qu'on connaît très peu, alors qu'ils sont, enfin mal en tout cas, alors qu'ils sont finalement chez toi, en tout cas dans le Rhône. Proche, oui. Tout à fait. Alors en fait, ce qui est particulier pour mon secteur, c'est qu'à la base, on n'était pas censé avoir de loup et de lynx. Et j'ai fait un peu comme toi. Je me suis dit, ok, il y en a dans le Jura, il y en a dans les Alpes, mais pourquoi pas regarder chez moi, s'il y en a ou pas. Et pour rechercher la présence de ces animaux-là, j'ai fait une chose toute simple, j'ai regardé le sol, parce qu'on en revient à là. C'est ici qu'on trouve les indices de présence, et de fil en aiguille de la présence, on peut apercevoir en effet le loup et le lynx. Ça, c'était même pas prévu. On va renommer la plénière s'émerveiller du sol, hein, j'ai l'impression. C'est ça aussi. Et toi, donc tu as... Là, récemment, tu en es où? Tu as vu des loups, tu as filmé, tu as... Ah, on a des images. On a des images. Faut que je fasse quoi? Faut que j'appuie? Vas-y, je pense qu'il faut que tu appuies sur le bouton vert, j'imagine. Non? Non. Voilà. Ah. Je suis allée trop vite. Non, c'était pas bon. Voilà. Alors voilà pour une photo, donc c'est le type de paysage dans lequel je travaille. C'est quand on parle du Rhône, on pense à la ville de Lyon. Mais autour de Lyon, on a de très très beaux espaces forestiers, insoupçonnés et peu étudiés. Donc c'est aussi tout l'intérêt de mon travail. Et voilà un peu pourquoi je regarde le sol, parce que c'est ici que je vais trouver la présence
d'un certain nombre d'espèces, même beaucoup. Ça me permet de me renseigner sur qui fréquente la forêt quand on ne peut pas les voir. Donc, ici, des empreintes de loup. Ouais. Voilà, des empreintes de loup. Un animal dont on a pu officiellement valider la présence en 2021. Jusque-là, on n'avait aucune donnée officielle. Donc, ça a été un challenge et un défi relevé, un pari fou au début. Et puis, en 2023, on a suivi pendant plus d'1 an un lynx boréal mâle. Donc, ça aussi, très belle réussite dont on est fier. Donc, comme quoi, parfois, juste à côté de chez nous, on peut trouver plein de belles choses et on n'a pas toujours besoin d'aller bien loin. On va quand même aller un peu plus loin avec Romy. Romy, la Fondation Tara, je ne sais pas s'il faut que je la présente, mais voilà, c'est une fondation moi, qui est très chère à mon cœur et qui part dans toutes les mers du globe pour documenter et se fonder sur la science pour raconter, qui participe à vraiment des découvertes scientifiques majeures, mais qui a cette particularité d'embarquer des artistes. Pourquoi ? Tout à fait. Oui, la Fondation Tara Océan est une fondation d'utilité publique, la première fondation d'utilité publique de l'océan en France. Et on a cette goélette qui fait des expéditions. Donc je me retrouve dans les propos depuis le début. C'est vrai que par exemple aussi, on connaît plus la surface de la Lune que le fond de l'océan. Et effectivement, nous, c'est comprendre, c'est partager avec le public. Et la Fondation Tara a été créée par Agnès B, qui est styliste et mécène artistique. Et l'idée, c'était que depuis le début, sur ce bateau, sur ce laboratoire flottant qui fait de la science publique, qui partage les données avec la communauté scientifique, c'était aussi d'embarquer en résidence des scientifiques. Une 50aine est venue à bord pour décloisonner les disciplines. Et à bord, il y a eu des collaborations fantastiques d'ailleurs entre scientifiques, artistes, marins. Les scientifiques aident les artistes à bord à effectuer leur travail. Les artistes vont aider les scientifiques, etc. Donc, Est-ce qu'il y a des images aussi oui, qu'on peut voir peut-être la petite. Ouais. Ah bah voilà. Là c'est qu'est-ce qu'on voit là sur cette. Voilà, là c'est Yann Bagot qui travaille sur le pont du bateau et qui peint littéralement en instantané et mélange de l'encre de Chine avec de l'eau de mer. Donc en fait, son travail change sous ses yeux, sous l'action de l'iode. Et voilà, c'est une description du paysage. Donc ça, c'est un exemple. Les artistes peuvent très bien produire in situ sur le bateau, prendre des photos et revenir avec de la matière intellectuelle pour travailler dans leurs ateliers. Donc il y a différentes manières de travailler. Donc ça va être de la lithographie, de la sculpture, du son aussi. Et à l'occasion d'une grande exposition qu'on a pu produire avec le 104, qui est un établissement public de production et de création artistique, on a eu fin 2024, début 2025, une rétrospective du travail de ces artistes présentée au grand public. Et ça a eu un intérêt pour nous parce que l'objectif de cette exposition, à travers le regard des artistes, c'était d'émerveiller, de faire comprendre, parce qu'on part du principe qu'on ne protégera que ce que l'on comprend, mais aussi faire prendre conscience. Cette exposition, elle a bousculé les imaginaires. Par exemple, est-ce qu'il y a un océan ou des océans ? Il y a une carte pendant cette exposition qui montre que l'océan, en fait, est un seul. Est-ce que l'océan est bleu ou est-ce que l'océan, c'est une multitude de couleurs ? Est-ce que l'océan est silencieux ? Et là, on voit clairement que l'océan, il y a un artiste qui a réussi à traduire avec des données scientifiques des conversations du plancton. Donc dans cette exposition, vos oreilles terrestres pouvaient écouter du plancton, vos yeux terrestres pouvaient voir un ballet du plancton. Et je pense qu'on se rejoint tous et de s'émerveiller sur ce qui nous entoure et notamment rendre visible l'invisible, que ça soit au sol, que ça soit dans les airs. Et le rendre. Pardon, je crois qu'il y a une petite photo. Non, ça doit partir. Je dois partir dans le l'autre Rhône. sens. C'est pas l'océan, ça. Voilà, ça c'est le ballet du plancton avec Christian Sardet. Et donc là, pendant cette exposition, moi j'ai pu faire une visite guidée avec une collègue du pôle culture océan et moi je portais des propos plaidoyers. Parce que comme ça, on sensibilise des gens qui vont voir ce ballet du plancton. Parce que le plancton, c'est comme le sol, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy. Et de leur expliquer que nous, Fondation Tara, depuis 13 ans,
On parle dans les instances de négociation du plancton, qui est un grand absent dans les négociations entre les pays, qui a un écosystème qu'on ne parle pas. On parle souvent des espèces emblématiques. Ça permet de parler aux gens. Et nous, par exemple aussi, c'est important de faire ressentir, de faire voir les choses. Il y a une poétesse qui s'appelle Maya Angelou qui dit « Vous oublierez souvent ce que les gens ont dit, ont fait, mais vous n'oublierez jamais ce qu'on vous a fait ressentir. » Et nous, par exemple, à bord de la goélette, on a emmené des négociateurs de l'ONU sur la haute mer qui sont tous les jours en train de travailler sur les ressources marines génétiques et le plancton, mais n'avaient pas forcément eu l'occasion de voir du plancton. Donc on les a emmenés à bord, on les a fait pêcher du plancton, regarder à travers des microscopes du plancton. Et ça a donné du sens à leur travail, ça les a reboostés. Donc émerveiller le grand public, émerveiller les professeurs, les enfants, émerveiller les politiques. C'est fondamental pour faire prendre conscience et donner envie d'agir. Et c'est ce que la Fondation Tara Océan essaye de faire chaque jour. Avec grand succès. Et ce lien avec les décideurs publics, cette coexistence, Floriane, c'est aussi un des enjeux de ton travail, évidemment, quand on parle du loup. Oui, tout à fait. On ne peut pas penser au vivant si on le cloisonne dans son monde et qu'on ne fait pas de lien et de passerelle avec nous, les humains. Donc tout mon travail, c'est de créer justement une passerelle entre la science, la société et les acteurs du territoire qui vont être impliqués par la présence du loup, du lynx et du castor. Donc ça va être essentiellement l'accompagnement d'éleveurs à la mise en place de moyens de protection. Peut-être nous parler un peu plus du castor, justement, on l'a évoqué très vite. Pourquoi le castor est arrivé dans... Alors en fait, on a été missionné par l'Office français de la biodiversité, qui nous connaissait déjà pour nos travaux sur le loup et le lynx, et ils se sont dit, ça vous dirait pas de faire du castor aussi? On a dit bien sûr. Donc on a accepté la tâche du castor. Le castor, en fait, c'est un ingénieur des rivières qui est juste exceptionnel. Il a une capacité à vous transformer une plaine en zone humide. Donc si c'est votre champ de culture, ça peut être un vrai problème. D'où le fait qu'il ait rejoint notre association, le castor. Donc c'est vraiment un animal fabuleux dans ce qu'il est capable de recréer autour de lui. Non seulement un habitat pour lui, mais tout un écosystème où on peut revoir venir de nombreuses espèces. Ok. Et Quentin, toi, quand tu entends ça, le castor, ça te donne envie de raconter des histoires comme ça. Qu'est-ce que tu nous racontes au quotidien sur le vivant qui va faire que les gens vont prendre conscience qu'il faut le protéger? Est-ce que voilà, comment tu fais passer ces messages-là? Quelle émotion tu mets dans tes histoires? C'est une question avec plein de tiroirs. Ouais. Souvent, je considère que alors, la vie partout, c'est quelque chose qui est tourné vers le grand public pour que tout le monde puisse prendre conscience de ce qui nous entoure, etc. Mais si je suis très honnête, moi, je suis quelqu'un d'assez curieux et il me fallait un motif pour apprendre des trucs. Et le truc, c'est que j'ai pas envie de m'enfermer dans une bibliothèque pour lire des livres, même si c'est super. Donc, j'utilise le moyen de la création des vidéos, etc. En me disant, si je suis capable d'être d'être passionné et d'apprendre des choses et de les re-raconter avec le même entrain que j'ai eu à apprendre cette chose-là, je me dis que potentiellement, ça va pouvoir intéresser d'autres gens qui sont aussi curieux, curieuses de voilà. Et souvent, je me dis, il y a des sujets qui sont pas forcément intéressants, qui ont l'air pas intéressants. Par exemple, je sais pas, par exemple. Parler d'une petite abeille terricole, par exemple. Ah oui, voilà. C'est vrai. Les abeilles sauvages, souvent, il faut savoir que ces abeilles-là, elles sont pour 70%, il faudra me corriger si je me trompe, mais je crois que c'est ça, pour 70%, elles vivent dans le sol. Ouais, ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas. Voilà. En France, pour donner un ordre d'idée, il y a à peu près 1000 espèces d'abeilles. Il n'y en a qu'une seule qui est l'abeille à miel. Tout le reste, c'est les abeilles sauvages. Et dessus, il y en a 70% qui sont terricoles. Globalement, on n'y fait pas trop gaffe à ces abeilles-là. Et si je vous dis, regardez, à cet endroit-là, il y a des abeilles, vous allez me dire, oui, super, j'en ai déjà vu. Donc tout mon travail, ça va être de faire en sorte de trouver un angle, trouver une manière d'aller chercher un peu cette curiosité. En plus, si vous avez les réseaux sociaux, vous savez que les vidéos, globalement, votre taux d'attention, c'est 3 secondes avant de vous dire, tiens, ce truc-là m'intéresse. Donc j'ai 3 secondes pour vous dire que cette abeille terricole, elle vaut 1 minute de votre attention. Ce qui, sur Instagram, est absolument énorme, 1 minute.
Donc voilà, donc j'essaye de transmettre un peu cette curiosité dessus en me disant que c'était hyper beau ce que tu as dit sur le fait que l'émotion qu'on ressente, on ne l'oublie pas. Et moi, la curiosité et le fait d'avoir la sensation d'avoir découvert quelque chose carrément en ayant vu une vidéo d'1 minute, je trouve que ça laisse quelque chose. À chaque fois que personnellement j'apprends un truc, je me rappelle très bien en fait, de ce que j'ai appris sur les réseaux, alors que tu consommes 500 vidéos en une demi-heure, ce qui est quand même énorme. Ouais, ou des PowerPoint, trucs comme ça, oui, bien sûr. Voilà, donc c'est un peu mon travail de faire ça, de partager ce genre d'informations. Non, Romy, tu disais Pardon ? Tu disais Non, je disais effectivement, dans notre travail, nous, de plaidoyer, on voit bien que s'adresser à un public de décideurs avec un PowerPoint lambda et de les emmener, on a la chance de faire escale avec notre bateau lors des expéditions, on peut faire venir... Voilà, ces décideurs, on voit tout de suite qu'on capte leur attention. Là, comme je disais, pour les négociateurs, on leur offre un moment, on leur fait manipuler aussi, par exemple, des échantillons de microplastique. Il y a des échantillons, il y a du plancton et du microplastique. Alors, leur montrer un PowerPoint où on parle de la plastisphère, de dire qu'il y a des nouveaux écosystèmes qui se créent avec le plastique et le plancton. Et après, leur montrer un échantillon ou leur donner accès à des scientifiques qui vont leur expliquer simplement les choses, ça change tout. Ça change tout, ils vivent quelque chose. Et je pense que voilà, nous, on a la chance, mais j'inviterais vraiment beaucoup les décideurs à aller sur le terrain, mais même n'importe qui, en fait, sortir. Et c'est quoi les grands enjeux là, pour la Fondation Tara en ce moment, en termes de plaidoyer justement, de défense du vivant, de lutte contre la pollution plastique? C'est quoi les enjeux forts du moment? Alors, il y en a beaucoup. Je commencerai par dire que la Fondation Tara, voilà, son objectif plaidoyer principal, c'est la préservation du vivant. N'importe quelle thématique, toute action doit avoir comme fondement la préservation du vivant. Ensuite, on a des thématiques de plaidoyer, mais qui sont toutes reliées. Donc, il faut les prendre comme un tout. On a la biodiversité. Nous, on est une fondation qui plaide pour cet objectif que vous avez peut-être entendu, que la communauté internationale s'est fixée à 2030 de 30% de l'océan protégé. Donc, avec d'autres ONG, que cet objectif soit atteint, mais surtout sur la base d'une science robuste. On a aussi le fait que ces écosystèmes planctoniques qu'on voyait soient reconnus et puissent aussi être une base de connaissances pour ces futures aires marines protégées. La Fondation, nous, on suit depuis 13 ans ce traité sur la haute mer qui vient de rentrer en vigueur. Donc on va le suivre, on va militer pour un certain nombre d'axes sur la haute mer pour que cette haute mer soit protégée. Parce que la goélette Tara navigue principalement en haute mer, donc on est un témoin chaque jour de ce qui se passe en haute mer et de sa richesse et le besoin de la préserver. Sur le plastique, on est fortement engagé sur le traité plastique, sur l'objectif de réduction qui doit être prioritaire, diminuer à minima de 75% la production mondiale pour rester sur cet objectif à 1+5 degrés hausse de température. On a aussi tout un pan de plaidoyer polaire, de créer, interdire d'ici 10 ans en Arctique les activités industrielles. Et je finirai aussi avec d'autres acteurs de la société civile sur les fonds marins, qui n'est pas notre expertise scientifique parce qu'on n'étudie pas les fonds marins. En revanche, ça fait partie quand même de notre logique d'action, c'est de plaider avec d'autres ONG pour un moratoire contre l'exploitation des fonds marins pour des activités industrielles, chercher des terres rares pour différents objets du quotidien. Donc beaucoup de thématiques avec un axe vraiment de préservation du vivant et de plaider pour une seule et même santé, c'est la santé du vivant et la santé humaine. One Health. Quentin, tu voulais réagir à... Non, mais qui veut faire ça? Exploiter les fonds marins, une compagnie canadienne notamment de Metals Company, et puis un bonhomme orange qui dit drill, baby drill. Non, il y a des gens qui aimeraient aller explorer les sols des abysses, bien malheureusement.
Il nous reste quelques instants. Alors, je ne sais plus lequel a osé dire que les copépodes n'étaient pas sexy. Alors, personnellement, je vous invite à aller regarder les photos de Christian Sardet dans le livre Plancton. Et il y a des copépodes absolument féeriques, des copépodes à plumes, des copépodes... Voilà. Si vous ne connaissez pas le monde des copépodes, allez voir. Floriane, qu'est-ce qui, toi, t'a émerveillé dans le vivant dernièrement le plus? Pas forcément tes castors, tes Nintelux ou autre chose, ou oui, l'un d'eux. Moi, je pense que ce qui m'a vraiment émerveillée, c'est cette capacité que le vivant a à créer. C'est impressionnant, que ce soit visible ou invisible à nos yeux. Il y a énormément de choses que l'on peut apprendre juste en observant la nature. Et c'est juste, que ce soit en regardant à nos pieds, comme toi tu dis, Quentin, en allant au fin fond des océans ou dans nos forêts. En fait, l'émerveillement, quand on prend le temps de regarder la nature, il est partout. Merci. Quentin? Floriane? Pardon. Romy? Alors moi, ce qui m'a émerveillé, il y a pas mal de trucs, je ne vous cache pas. Mais il y a un truc qui m'a assez émerveillé, c'est globalement, c'est quand on lâche quelque chose ou quand on ne pense pas qu'une espèce va s'installer quelque part, il y en a qui s'y installent. Et du coup, on découvre des trucs. Par exemple, chez moi, j'ai planté plein de fraises, plein de fraisiers. Le truc, c'est que j'ai des chats. Et que les chats ont un peu tendance à faire leurs besoins à la même hauteur que les fraisiers. Ce qui vous me l'accorderez pour cueillir des fraises, c'est pas top. Voilà, j'ai pas trop envie de mettre mes mains dans... Bref. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution, absolument. Et j'ai des framboisiers. Alors j'ai coupé des framboisiers et j'ai mis plein de petits bâtons de framboisiers plantés autour des fraisiers. Je me suis dit qu'ils ne pourraient pas s'asseoir comme ça, ce serait très pratique. Il y a une petite abeille minuscule qui doit faire 3 mm qui est venue creuser tous ces framboisiers, tout ce cœur un peu, c'est un cœur mou, le cœur du framboisier, et qui s'est mis à nicher dans tous les bouts de bois. Donc au début j'étais là, c'est pas très joli quand même mes fraisiers avec tous mes bouts de bois, là ma forêt de bouts de bois, c'est pas génial. Mais maintenant il y a une espèce qui s'est installée là. Du coup je laisse mes bouts de bois et j'ai plein de fraises. C'est merveilleux. L'ingéniosité de la nature. Et oui, je te laisse le mot de la fin, Romy. Oui, moi je dirais aussi l'ingéniosité, on en parlait avec Quentin, c'est pas forcément sur l'océan, mais quand je vais me balader en forêt et qu'il y a un rayon de soleil sur une toile d'araignée, ça me fascine. Ça me fascine comment une araignée a pu produire quelque chose d'aussi beau et d'aussi ingénieux. Et je dirais aussi la complexité du vivant. Ce que j'aime chez le vivant et en travaillant chez Tara Océan et en côtoyant les scientifiques, c'est qu'on ne saura jamais tout du vivant. C'est impossible. Il y a 2 millions d'espèces sur Terre qui sont connues et on évalue entre 10 et 15 millions d'espèces qui ne sont pas connues. Donc il y a 80% des espèces encore à inventorier. Donc ça reste un mystère et je trouve qu'il faut garder ça en tête quand on pense qu'on va pouvoir tout comprendre et surtout des solutions qui sont proposées et qui pensent pouvoir diriger le vivant alors qu'on le connaît à peine. Et je voudrais finir que voilà, c'est le vivant, on n'est que ce que disait, c'est qu'on est un organisme parmi des millions d'organismes et qu'on est beaucoup plus proche de certains vivants qu'on ne le pense. Il ne faut pas se mettre au-dessus de la hiérarchie. Parce que j'ai appris tout récemment que l'être humain avait 70% de ses gènes communs avec l'ours. Donc je vous laisse sur ça, mais moi ça m'épate. Donc voilà. Merci. Merci à vous trois. Merci beaucoup.